Bienvenue à notre chaîne télévisée Yogason TV. Nous sommes à l'endroit appelé IGF, l'Inspection Générale des Finances, où il y a l'événement 5e journée de change citoyen dédié aux hommes et femmes de médias par l'IGF. Nous sommes aujourd'hui le mardi 12 avril de l'an 2022. L'IGF va recevoir des hommes et des femmes de médias comme thème la lutte contre la prédation financière enclenchée par les chefs de l'État à travers l'IGF. Quel est le rôle de femmes et des hommes de médias dans cet événement? Vous serez la suite de mes heures qui viennent. Yogason TV. C'est mieux. En principe, tous les crédits sont limitatifs. Mais il y a des crédits qui sont provisionnels. C'est-à-dire qu'on ne sait pas chiffrer la dépense. Il n'y a aucun moyen de dire que de cette dépense-là, ça va coûter autant. Alors on dit, ok, on va mettre un montant qui est une provision. Dans les crédits provisionnels, si vous parlez de dépassement, c'est que vous n'avez pas compris la nature de ces crédits provisionnels. C'est ça la particularité de la rétrocession. On a connu un bon, il y a eu une réalisation plus que c'est basé sur ces recettes, même si en réalité c'est basé sur la rétrocession que l'on donne aux régies financières. C'est que l'inspection générale des finances reçoit évolue la rétrocession aux régies financières. Donc si vous voulez calculer le taux d'exécution des crédits de l'inspection, vous devez d'abord les reconstituer autant qu'on a effectivement payé aux régies financières. Si vous obtenez un montant qui est X et qu'on a donné à l'inspection plus, à ce moment-là, vous commencez à avoir un dépassement. Si on a donné, sachant que cette rétrocession-là, elle est calculée par le ministère des Finances, elle est engagée par le ministère du Budget, donc cela se fait en dehors. Il faut noter que sont des OPJ. Puisqu'il est OPJ, il a le pouvoir et le droit d'arrêter quelqu'un, de le mettre en dépôt en tout endroit que la loi et les règlements désignent que l'on puisse garder quelqu'un. Nous pouvons arrêter quelqu'un, l'amener dans les cachots qui sont reconnus, et si c'est un souci, ça sera de garder les gens. L'inspecteur général, l'inspecteur des finances peut arrêter quelqu'un, l'amener au cachot du parquet ou d'un souciat, parce qu'il est OPJ. Et ça, c'est un moyen juridique qui tranche, qui est important, même si nous ne nous prévalons pas toujours de ce moyen, mais il ne faut pas le perdre de vue, parce que sinon vous risquez de penser que dans tel ou tel autre cas, les inspecteurs des finances ont outrepassé leur pouvoir. Il n'en est rien. Ce sont des OPJ. Dans l'organisation générale de l'inspection générale des finances, je vais terminer par là. Comment l'inspection générale des finances fonctionne? Les textes disent que l'inspecteur général des finances soumet chaque année un programme d'action à sa hiérarchie, qui est le président de la République. C'est-à-dire que les missions de l'inspection générale des finances découlent d'un programme d'action. Mais ces missions peuvent également découler des dénonciations que l'inspection générale des finances reçoit. Ces missions peuvent également découler des réquisitions dont l'inspection générale des finances est l'objet. Si une autorité judiciaire saisie d'un dossier pense que la technicité de ce dossier est telle qu'elle a besoin de l'expertise de l'inspection générale des finances,
elle établit une réquisition. C'est dans ces trois modes que l'inspection générale des finances déploie ses missions, sachant qu'il s'agit d'un service de contrôle, qui donc ne fait que du contrôle les finances publiques, et que c'est un contrôle supérieur à d'autres contrôles des finances publiques qui sont organisés par d'autres textes et à d'autres formes de contrôle des finances publiques qui sont extérieures à l'administration. Voilà ce qu'est l'inspection générale des finances, ce qu'elle peut faire, comment elle peut le faire, avec qui elle peut le faire, et l'inspecteur général des finances, chef des services adjoints, va maintenant vous dire qu'est-ce qu'elle trouve lorsqu'elle fait ce contrôle dans ce domaine de compétences et de la manière dont on vient de circonscrire. Je dis, je vous remercie et je passe la parole à l'inspecteur général des finances, chef des services. Je vous souhaite non, abanye pas la nationale. C'est ça la particularité de la rétrocession. C'est que de 2017 à 2020, étant donné qu'on avait enregistré une contre-performance importante, c'est que de 2017 à 2020, étant donné qu'on avait enregistré une contre-performance importante au niveau de la mobilisation des recettes, en avril 2020, l'examen des causes de cette contre-performance avait révélé que les exonérations illégales pesaient pour beaucoup dans cette contre-performance. Et en analysant ces exonérations, nous avions constaté qu'il y en avait beaucoup d'illégales. Il y avait beaucoup d'exonérations illégales, et vous avez le partenariat stratégique, vous avez les exonérations dérogatoires. De 2007 à août 2020, le manque à gagner total s'était chiffré à 5,4 milliards de dollars. C'est pratiquement le budget d'une année du gouvernement central. Le général des finances avait recommandé la rationalisation des exonérations, ce fut chose faite. Quelle est la conséquence? Ça veut dire que tous ceux qui bénéficiaient de ces exonérations-là, comme ils doivent continuer leurs activités, la conséquence c'est qu'au lieu de bénéficier de ces exonérations, ils étaient obligés de payer. C'est ce qu'on avait appelé les compensations. Les compensations, c'est des personnes qui détenaient des créances sur les trésors publics. C'était d'abord essentiellement les crédits de TVA, mais on y avait décelé aussi des personnes qui avaient des créances, qui avaient des jugements, qui avaient condamné la République à payer certaines sommes. À l'époque, le ministre des Finances signait des lettres de compensation. Avec ces lettres-là, les personnes étaient en situation complètement illégale. À l'époque, nous avions pu chiffrer à 980 millions de dollars
de lettres de compensation qui n'étaient pas encore utilisées. Ça veut dire qu'ici, on n'avait pas interdit ces compensations. Dans les années qui devaient suivre 2020, on devait avoir 980 millions de dollars de pertes. L'inspection générale des finances avait recommandé qu'on puisse rappeler, qu'on puisse interdire les compensations. Dans une réunion du gouvernement, c'était chose faite et même cela a été rappelé dans les lois des finances. On a parlé de la contre-vérification fiscale qui est en fait une activité qui n'a pas consommé beaucoup de recettes, beaucoup de ressources de l'inspection générale des finances. Au deuxième semestre de l'année 2021, nous avons effectué certaines missions de contre-vérification. Les résultats partiels, parce qu'il y a des avis de redressement qui sont en cours d'examen. En tout cas, au deuxième semestre, on a recouvré 13 millions de dollars sur les missions que l'inspection générale des finances a effectuées. Il y a eu une société dans le Kasaï oriental, la SACIM, qui devait à l'État en fait pratiquement 45 millions de dollars au titre de part de porte. L'inspection générale des finances avait été saisie à travers les différentes réunions qui ont été tenues ici à l'inspection générale des finances avec les différentes personnes qui étaient impliquées. L'État a recouvré pratiquement 10 millions de dollars et le lundi 18, en fait, nous avons invité toutes les personnes intéressées par ce dossier-là pour qu'en fait on puisse poursuivre le recouvrement du reste de part de porte. Vous devez avoir appris qu'au Katanga, il y avait un problème avec la fraude qui concerne les produits pétroliers. C'est-à-dire qu'on se retrouvait dans le système, le solde théoriquement, le stock des produits pétroliers était théoriquement dans les entrepôts. Mais quand vous faites le rapprochement entre ce qui est théoriquement dans les entrepôts et ce que vous y trouvez, il y avait des écarts importants. Ça faisait pratiquement 286 000 mètres cubes de produits pétroliers. Alors tous les redressements qui avaient été effectués avaient donné 109 milliards de dollars au bénéfice du Trésor, notamment du Trésor, du FONER et du FPI. Et aux dernières statistiques, sur les 109 milliards, 49 milliards ont déjà été payés. Il reste un encours de 60 milliards. 49 milliards de francs ont déjà été payés. Il reste un encours de 60 milliards. Nous sommes dit, en ce qui concerne les recettes, il faut les contrôler dans le processus de réalisation de la recette. C'est ainsi que nous avons pris l'option de déployer. Nous avons déployé des inspecteurs au niveau de la DGE, dont le poids dans les recettes des impôts pèse plus de 85%. Ils sont là. Nous avons déployé des inspecteurs à la direction générale de la DGRAD. Nous avons déployé des inspecteurs pour le moment à la DGRAD Katanga, parce que la redevance minière, c'est une des recettes importantes au niveau de la DGRAD. Nous avons déployé des inspecteurs à Kinero, Kinville. Nous avons déployé des inspecteurs à la DGDA Congo Central ainsi que le CDI Matadi. Nous avons déployé des inspecteurs au niveau de la direction provinciale du Nord Kivu. La boutade qu'on a enregistrée là, c'est que depuis que l'inspecteur est là, les prix des biens ont augmenté. Là, nous nous sommes dit au moins c'est une bonne chose, ça veut dire que les gens ont commencé à payer les droits de douane normalement tels qu'elles devaient être payées. Nous avons déployé les inspecteurs dans le Katanga, parce qu'en fait c'est tout le Katanga, le Lava, ainsi de suite. Nous avons déployé des inspecteurs à la DGDA Katanga et au CDI Lubumbashi. Parce que cette année, nous avons 20 000 milliards de recettes qui doivent être mobilisées. Les inspecteurs qui sont en déploiement, en encadrement dans les entreprises et établissements publics, et à cette date-là qu'intervient une des échéances importantes, au niveau autour du 15, qu'ils puissent veiller à ce que tous les impôts dus, aussi bien en ce qui concerne la TVA que l'IPER, soient payés. Mais dans les contrôles de gestion que nous avons effectués, nous avons constaté qu'en fait, en ce qui concerne beaucoup d'autres avantages, les collations qui sont payées aux mandataires et aux différents agents, l'IPER n'était pas payé. Nous les avons mis à contribution pour qu'autour de la date du 15, ils puissent veiller à ce que l'IPER sur les collations et divers avantages qui ont été accordés soient payés. L'encadrement des entreprises publiques et établissements publics a eu une conséquence importante, à l'exception peut-être d'une entreprise.
c'est que nous avons de manière significative remarqué une amélioration de la trésorerie des entreprises. Il y a même une entreprise qui aujourd'hui, vous serez surpris, a des dépôts à terme de 415 millions de dollars. Je dis bien 415 millions de dollars. Ça fait pratiquement un demi-milliard de dollars. Nous pensons qu'en tout cas, sans fausse modestie, qu'en tout cas l'encadrement de l'inspection générale des finances y est pour beaucoup. Nous avons pris l'option de surveiller de manière permanente le compte général du Trésor. Nous avons déployé des inspecteurs au niveau de la Banque centrale, au niveau de la direction du Trésor et même maintenant au niveau de la direction du contrôle budgétaire. Cette surveillance du compte général du Trésor a permis quand même de récupérer certains fonds qui étaient dépensés pour des dépenses qui ne nous avaient pas semblé très claires. À ce titre-là, il y a eu 31 milliards qui avaient été récupérés parce qu'ils étaient destinés au paiement des primes des enseignants qui avaient encadré le TENAFEP. Nous avons récupéré pratiquement 1 million de dollars qui étaient destinés à l'achat d'un groupe électrogène et d'un écran géant pour le stade de Martyrs, et puis l'organisation d'un tournoi scolaire. Bref, en tout cas, les inspecteurs qui sont déployés au niveau du compte général du Trésor, lorsque nous constatons qu'il y a une dépense qui nous semble irrégulière, nous signons un ordre de mission pour justement aller vérifier si le service a été fait. Parce que l'État, en fait, dans la chaîne de la dépense, l'État paye le service fait. Nous ne sommes pas limités seulement à la surveillance du compte général du Trésor, dans la façon dont les dépenses sont en train d'être effectuées, mais nous procédons aussi au contrôle des dépenses qui ont déjà été, effectuées. C'est ainsi que lorsque nous avons contrôlé les CECOP, dans la paye du CECOP, en fait, ils sont intégrés les frais de fonctionnement. Avec le temps que nous avons passé là-bas, nous avons constaté en fait que les besoins de fonctionnement du CECOP se chiffraient en réalité à 900 millions de dollars au lieu de 900 millions de francs congolais au lieu de 1,8 milliard qui sont débloqués chaque mois. Ce qui fait qu'il y a eu des économies qui ont été réalisées, et la proposition que l'inspection générale a faite, c'est que ces fonds-là puissent servir à l'amélioration des frais de fonctionnement des écoles. Débloqués dans le cadre de l'organisation du championnat scolaire africain, les 400 000 qui ont été débloqués, des responsabilités ont été établies. Nous avons établi des responsabilités en ce qui concerne un double paiement qui avait été effectué au niveau pour le festival d'improvisation théâtrale. Des responsabilités ont été établies. J'ai parlé tout à l'heure de 1 million 200 000 dollars qui ont été récupérés sur les fonds qui avaient été débloqués pour le territoire national. Mais pour le 1 million qu'on n'a pas pu récupérer parce que finalement, le monsieur qui avait bénéficié de ce contrat-là, c'était un Colombien. Il avait dans l'entretemps réussi à prendre la peau d'escampette, mais en tout cas, les personnes qui, sur le plan national, étaient impliquées, leur responsabilité avait été établie. Dans les provinces n'ont pas encore scellé la notion de pièce justificative. Les documents qui servent au paiement d'une dépense ne constituent pas des pièces justificatives. Le ministre du Budget a produit un document, le vote me compte des pièces justificatives. Alors, comme en fait nous avons constaté à partir de quelle province que nous avons vu l'option finalement de contrôler, d'encadrer les provinces. Pour le moment, nous sommes en encadrement dans la ville de Kinshasa, nous sommes en encadrement au Katanga, nous sommes dans l'encadrement au Lualaba, nous sommes dans l'encadrement au Congo central, mais nous avons aussi procédé au contrôle de gestion d'un certain nombre de provinces, le Haut-Katanga, le Lualaba, le Tanganyika, le Kwilu, le Maïdombe, Chopo, l'Équateur, le Maniema et Kinshasa. Je pense que ce sont là. Donc nous sommes là parce que nous voulons en fait que l'implémentation, l'ancrage de la bonne gouvernance ne soit pas le fait seulement au niveau du gouvernement central, mais en fait que la bonne gouvernance puisse être ancrée aussi bien au niveau du gouvernement central
au niveau des provinces et des entités territoriales décentralisées. Aux entités territoriales décentralisées, nous nous sommes intéressés également. Sur la redevance minière, il y a une quotité qui est rétrocédée aux ETD. Alors les inspecteurs qui sont en encadrement dans le Lualaba, nous avons signé un ordre de mission pour qu'ils puissent quand même s'intéresser à comment est-ce que les entités territoriales décentralisées gèrent la redevance minière dont ils ont été bénéficiaires. Ensuite, c'était quand même pour nous un plaisir de savoir que les recommandations que nous formulons, certaines missions que nous faisons ont quand même donné lieu à certaines suites. La première satisfaction nous vient du fait que lorsque nous avons constaté des irrégularités au niveau des exonérations et de compensations, nous avons posé le problème au président de la République. C'est dans une réunion du Conseil des ministres, c'est une fierté quand même pour nous d'entendre le Conseil des ministres, à la suite du contrôle de l'inspection générale des finances, exiger la rationalisation des exonérations et rappeler l'interdiction des compensations. C'était une fierté pour nous aussi qu'à la suite d'une mission de contrôle de l'inspection générale des finances, qui a eu quand même certaines condamnations judiciaires. Rappelez-vous, il y a eu le problème il y a eu un inspecteur général de l'enseignement primaire secondaire et un directeur du CECOPE qui ont été condamnés. En ce qui concerne les entreprises et les établissements publics, il y a eu des mandataires. Il y en a qui ont été condamnés, il y en a qui ont été remplacés, notamment à l'OCC, à la SCTP, au CEEC, à COBIL, à la Régie des eaux, à la Sonaridoc, et puis au FPI. Ça, c'est quand même un motif de satisfaction, d'encouragement pour l'inspection générale des finances. Nous espérons qu'avec tous les autres dossiers qui ont été envoyés, ils entendent des personnes d'abord sur des procès-verbaux, et ensuite ils établissent des notes de PJ qu'on envoie à l'officier du ministère public. Nous espérons, et ce sera un motif de satisfaction de plus pour nous, nous espérons en fait qu'une suite pourra être donnée à tous ces dossiers-là, parce que nous pensons que la dissuasion de la prédation passe aussi par des condamnations judiciaires. Alors, nous avons porté ces éléments-là à votre connaissance ce jour. Non pas, comme le Cordeau l'a dit, que vous soyez des défenseurs, des fanatiques, des supporters de l'inspection générale des finances, mais comme vous avez l'opinion publique, comme vous êtes une force et que vous pouvez porter à la connaissance de l'opinion publique des faits et gestes précis, nous espérons que, en fait, ces résultats, ces quelques résultats, il y en a beaucoup d'autres de l'inspection générale des finances, vous pouvez les porter à l'opinion publique et nous espérons, et c'est ça le vœu que nous formulons, et je pense que ce principe-là, il est vôtre, vous le connaissez. Je vais paraphraser Proverbe 8.8, je le paraphrase en disant « Tous mes écrits sont justes, ils n'auront rien de faux ni de détourné. » Je vous remercie. J'attire l'attention sur le collègue, notamment les caméramans et les photographes. Je sais que l'IGF a beaucoup de succès. C'est une première de voir autant de journalistes, notamment des Kinshasa, venir à une séance. Et je ne connais pas de mémoire de journalistes autant pour un ministère, les journalistes en déplacement. C'est déjà une bonne chose que vous ayez autant de succès. Il y en a ici dans la salle et même à l'extérieur. Donc c'est une très bonne chose. Il faut continuer à s'intéresser à la chose publique comme ceci parce que ça y va aussi de nos vies, de tous les jours. La parole, j'aimerais qu'on regarde un élément qui a été préparé. Et juste après, je vous invite, les photographes, les caméramans, à ne pas faire des mouvements dans la salle. C'est très désagréable. Utilisez les zooms de vos appareils, soyez fixes. Il n'est pas dit que quand vous êtes journaliste, vous êtes obligé de circuler d'une manière... Même que d'avoir volé et tué quelqu'un, c'est criminel. Mais c'est devenu un système. Quand vous découvrez ça, ça vous rend malade. Vous ne pouvez pas imaginer que des êtres humains peuvent être méchants à ce point.
d'une dérogation de la Direction générale de passation des marchés publics. En décembre. À ce niveau, elles correspondent à plus de 3 mois d'importation de biens et de services. Les ministères des Finances apprécient que les prévisions du budget initial ont été atteintes depuis le mois d'octobre dernier. L'objectif de recette de 10 178 milliards de francs congolais fixé dans l'accord avec le Fonds monétaire international a été atteint durant le mois de novembre 2021. qu'il faut placer la redynamisation de certaines structures. En effet, j'ai mis un point d'honneur à améliorer l'efficacité de l'inspection générale des finances, IGF en sigle, dont l'action était jusqu'à mon arrivée peu perceptible. Placée sous mon autorité directe, l'inspection générale des finances contribue efficacement à l'effort d'assainissement des finances publiques et cela à la grande satisfaction de nos populations. Mon intervention va s'articuler autour de 2 points. Le premier point sera les conséquences de la prédation financière dans la vie collective de tout un chacun de nous. Et deuxièmement, je vais parler des stratégies mises en place par l'inspection générale des finances pour mener la lutte contre la prédation financière dans la gestion publique. Mais avant d'y arriver, je voudrais donner quelques petites précisions sur les interventions de mes prédécesseurs parce que je pense de la clarté de l'exposé dépendra les questions que vous allez nous poser. Donc il est important, à mon point de vue, que je puisse guider certaines préoccupations pour que ça ne puisse pas revenir en termes de questions. Je voudrais au préalable que vous sachiez que la lutte contre le détournement des deniers publics est une volonté du chef de l'État. C'est lui qui a pris cette décision et il a confié la mission, entre autres, à l'inspection générale des finances. Parce que nous ne sommes pas seuls. Il y a l'APLC, il y a le Sénaref et il y a la Cour des comptes. Chacun de nous donc avait reçu mission de s'investir dans cette lutte et de présenter son plan stratégique. Et nous, l'inspection générale des finances, nous avions présenté notre plan stratégique qui a été adopté et que nous mettons en application chaque jour. Donc, tous les gestionnaires publics qui ne réalisent pas encore que ce que l'inspection générale des finances fait est en réalité des directives et recommandations du président de la République se trompent. Voilà pourquoi ils ont beaucoup de problèmes. Nous ne sommes que les bras d'exécution de la vision de la lutte contre l'impunité qui vient de se déclencher dans notre pays. Je voudrais donner quelques précisions en commençant rapidement par donner les domaines d'intervention de l'inspection générale des finances. Tel que ça a été dit,
pour que vous puissiez bien les retenir. Nous intervenons dans le contrôle du trésor public. Le trésor public avec le compte général du trésor situé à la Banque centrale qui prend les recettes et les dépenses de l'État. Nous intervenons pour contrôler la régularité de toutes les opérations qui sont passées dans ces comptes. Nous intervenons pour contrôler la régularité des opérations de gestion dans les entreprises du portefeuille de l'État et dans les établissements publics, ainsi que tous les autres services publics. Nous intervenons. Nous sommes là également pour intervenir au niveau des provinces et entités territoriales décentralisées pour nous assurer de la régularité des opérations financières qui se passent à ce niveau-là. Nous intervenons également pour examiner tous les marchés publics passés en RD Congo pour détecter les faits de corruption, les faits de détournement des deniers publics qui sont cachés au travers de tous les contrats de passation des marchés publics. Nous intervenons également pour contrôler le fonctionnement de la Banque centrale du Congo. Nous intervenons également pour contrôler les biens publics, les maisons de l'État, les véhicules de l'État, leur acquisition et leur utilisation. C'est pour autant dire que le domaine de l'intervention de l'Inspection générale des finances commence par les finances et biens publics du pouvoir central, les finances et biens publics des provinces et ETD et autres entités où il y a des intérêts financiers de l'État. Je voudrais également préciser ici les formes de contrôle qui existent en finances publiques. Nous avons 3 formes de contrôle que nous exerçons en finances publiques. Il y a les contrôles a posteriori, il y a les contrôles concomitants et il y a les contrôles a priori. Les contrôles a posteriori, c'est un contrôle qui s'est fait exercice terminé. C'est-à-dire, comme on est en 2022, un contrôle a posteriori, c'est le contrôle de la gestion 2021, 2020, 2019, 2018. Ça suppose que le gestionnaire ait présenté les comptes dans un rapport. Il présente les comptes et on fait le contrôle de ces rapports. Ça, c'est un contrôle a posteriori qui suppose qu'on laisse le gestionnaire poser les actes de gestion, qu'il présente les comptes et que vous revenez une année après pour voir la régularité des opérations qu'il avait passées. Il y a les contrôles concomitants, qui est un contrôle qui doit se faire au même moment que les actes de gestion sont en train d'être posés. Ça suppose que c'est un contrôle en cours d'exercice. Comme nous sommes en 2022, le contrôle concomitant s'est fait sur les opérations de gestion que les gestionnaires sont en train de poser actuellement. Et nous avons le contrôle a priori, qui est un contrôle qui doit se faire avant que les gestionnaires puissent poser un acte. Avant que les gestionnaires puissent poser un acte, on peut placer un verrou de contrôle. Les choix entre les 3 types de contrôle dépendent des degrés des antivaleurs constatés dans la gestion publique. Dans des environnements où les gens sont civilisés, ils ont intériorisé l'existence de contrôle, on laisse les contrôles a posteriori. On laisse les gens travailler, présenter les comptes et vous revenez une année après, 2 ans pour regarder comment ces opérations se sont passées. Et cela suppose que lorsque vous découvrez des faits de mégestion ou des faits de détournement, que vous ayez une justice forte. Parce qu'on suppose que les gens qui ont géré il y a une année ou 2 ans peuvent ne plus être là. Et lorsque vous découvrez les faits, vous devez avoir des mécanismes juridiques efficaces pour les récupérer afin qu'ils puissent répondre des faits constatés. Dans un environnement où les antivaleurs deviennent de plus en plus élevés, partout au monde, on abandonne les contrôles a posteriori, on passe au contrôle concomitant, qui est ton pied, mon pied. C'est-à-dire, le gestionnaire est contrôlé au même moment qu'il est en train de poser les actes de gestion.
Et plus grave, lorsqu'on a atteint des dimensions surélevées, on peut instituer un verrou de contrôle avant les actes de gestion. Comme en Belgique aujourd'hui, les inspecteurs des finances sont dans tous les ministères et ils donnent leur point de vue avant qu'un acte de gestion puisse être posé. Ils sont au niveau des contrôles a priori, avant l'acte de gestion. Et nous, au Congo, nous sommes encore au contrôle concomitant. Et c'est ce contrôle aujourd'hui qui pose un problème parce que nous n'étions pas habitués. On était habitué à un contrôle a posteriori où vous venez pour 1 mois, 2 mois, vous contrôlez quelqu'un, vous allez et vous faites le rapport, et généralement les rapports qui étaient dessinés dans les tiroirs des autorités. Nous avions changé de méthode et je vais revenir là-dessus. Et les contrôles concomitants ont l'avantage d'être permanent et ça peut prendre 2 ans. Lorsqu'on vous prend dans un contrôle concomitant, on peut y rester jusqu'à ce que vous intériorisez la bonne gouvernance. Jusqu'à ce que vous intériorisez les meilleures valeurs de gestion, c'est à ce moment-là qu'on peut lever les contrôles concomitants. Je voudrais également préciser la hiérarchie des contrôles dans notre pays. Nous avons les contrôles tels que le coordonnateur l'a dit, les contrôles parlementaires ou les contrôles politiques, qui est exercé par les parlements, l'Assemblée et le Sénat au travers des commissions économico-financières. Ces contrôles tiennent tout autre en État. Lorsque le Parlement de la République contrôle, c'est le contrôle supérieur, le contrôle suprême. Et ces contrôles tiennent tout autre en État et tout le monde doit lever l'encre. Le deuxième niveau de contrôle en termes de hiérarchie, c'est le contrôle juridictionnel qui est exercé par la Cour des comptes. Le Parlement et la Cour des comptes exercent essentiellement les contrôles a posteriori. Ils ne peuvent pas exercer un contrôle concomitant ou un contrôle a priori. Les 2 organes exercent le contrôle a posteriori, c'est-à-dire les contrôles qui portent sur les années antérieures, les rapports financiers étant rendus. La Cour des comptes a 3 compartiments en son sein. Nous avons les auditeurs, nous avons un parquet près de la Cour des comptes et nous avons la Cour elle-même. Les auditeurs sont des personnes qui descendent sur le terrain pour vérifier les comptes et faire rapport. Les rapports des auditeurs est exploité par les parquets près de la Cour des comptes pour déceler les actes de mégestion et des infractions. Et c'est les parquets près de la Cour des comptes qui défèrent les coupables de mégestion devant la Cour elle-même, la Cour des comptes. Les parquets ne peuvent déférer devant la Cour des comptes que, selon nos lois, les mandataires publics et les comptables. Les ministres, les gouverneurs et les ministres provinciaux ne sont pas justiciables devant la Cour des comptes. Donc, si la Cour des comptes devra mettre en justice devant sa juridiction les gestionnaires, il ne peut s'agir que des comptables publics ou des mandataires publics, à l'exception des ministres nationaux, des ministres provinciaux et des gouverneurs de province. Je voudrais enfin situer les contrôles de l'inspection générale des finances comme 3e niveau de contrôle. Alors, les lois de la République disent ceci: les contrôles de l'Assemblée tiennent tout autre en État. C'est-à-dire quand l'Assemblée intervient, tout le monde disparaît. Les contrôles de la Cour des comptes tiennent les contrôles, tout autre contrôle en État, à l'exception du contrôle de l'Assemblée, qui est au-dessus de la Cour des comptes. Ça signifie que quand la Cour des comptes intervient, si l'Assemblée est là, la Cour des comptes lève l'encre. Quand la Cour des comptes intervient, l'inspection générale des finances est là, le contrôle de l'inspection sur le volet a posteriori, parce que la Cour des comptes ne fait pas un contrôle concomitant. Sur le volet a posteriori, la Cour des comptes tient le contrôle de l'inspection générale des finances qui est a posteriori à l'État. Et le contrôle de l'inspection générale des finances comme 3e levier de contrôle est supérieur à tous les autres contrôles qui puissent exister au niveau de l'exécutif. Je voudrais également préciser qui contrôle l'inspection générale des finances, qui contrôle la Cour des comptes.
Vous devez savoir que nous, en tant qu'Inspection générale des finances, nous subissons des formes de contrôle. Les premiers contrôles portent sur les fonds mis à notre disposition pour fonctionner. Les deuxièmes contrôles portent sur la régularité technique des actes de contrôle que nous posons. En ce qui concerne les fonds mis à la disposition de l'Inspection générale des finances, j'aimerais que vous sachiez que tous les services de l'État qui bénéficient des fonds publics, ces fonds publics passent par des personnes que nous appelons les comptables publics. On ne peut pas mettre les fonds publics à la disposition des gestionnaires. On les met à la disposition du comptable public. Le Sénat a un comptable, l'Assemblée nationale a un comptable, la présidence a un comptable, tous les ministères ont un comptable, l'Inspection générale des finances a un comptable, la Cour des comptes a un comptable, le parquet général a un comptable. Tous ces comptables reçoivent des fonds qui doivent être utilisés par les ministères, les institutions, les services que nous sommes. Ces comptables-là sont soumis à 4 types de contrôles en ce qui concerne l'utilisation des fonds. Il y a premièrement les contrôles de la comptabilité publique, qui est une direction du ministère des Finances qui contrôle tous les comptables sur les fonds mis à leur disposition, comment les gestionnaires l'ont utilisé. Deuxièmement, il y a les contrôles de la reddition des comptes. Il y a encore une direction du ministère des Finances qui contrôle les comptables chaque année, parfois chaque 6 mois, l'utilisation des fonds mis à leur disposition que les services ont utilisés. Nous avons encore les contrôles de la direction de l'audit du ministère des Finances qui contrôle tous les comptables sur les fonds mis à leur disposition. Quatrième niveau de contrôle, c'est l'Inspection générale des finances qui contrôle tous les comptables. Et 5e niveau, c'est la Cour des comptes. Donc, nous, en tant qu'Inspection générale des finances, sur les fonds, nous subissons les contrôles de la comptabilité publique, les contrôles de la reddition des comptes, les contrôles de la direction de l'audit du ministère des Finances et nous subissons les contrôles de la Cour des comptes. Autant que nous pouvons aller contrôler les comptables qui y a à la Cour des comptes parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas s'autocontrôler. En ce qui concerne le volet travail technique, comme notre mission de contrôle, il n'y a aucun organe qui les contrôle, nous subissons les contrôles hiérarchiques, c'est-à-dire c'est la hiérarchie qui est placée au-dessus de nous, qui fait le contrôle de la qualité technique du travail fait par l'Inspection générale des finances. Et sur ce point de vue, je veux que vous sachiez que l'Inspection générale des finances relève de l'autorité directe du chef de l'État. Et pourquoi? Cela ne fait pas de l'Inspection générale des finances un service de la présidence. L'Inspection générale des finances est un service public. Nous sommes des fonctionnaires. Mon adjoint et moi, nous sommes entrés à l'Inspection générale des finances le 30 septembre 1989. Aujourd'hui, 34 ans. Et nous ne sommes pas sortis. Nous sommes restés 34 ans et nous avions gravi les échelons. Nous sommes arrivés ici comme des stagiaires. Et nous avions été confirmés. Nous avions gravi les 6 échelons de l'Inspection générale des finances pour arriver jusqu'au bout. Nous avions traversé des régimes, nous avons traversé beaucoup de choses pour être là aujourd'hui. Nous sommes des fonctionnaires disposant d'un numéro matricule à la fonction publique. Sauf que quand vous devenez chef de service et chef de service adjoint, vous avez les rangs qui vous est donné, les rangs de ministre et vice-ministre. On vous fait quitter de la liste des payes des fonctionnaires pour vous mettre sur la liste de paye des membres du gouvernement. Mais nous avons des numéros matricules. Demain, si ces fonctions cessent, nous restons dans ce corps comme inspecteur général, fonctionnaire au grade de secrétaire général. Les inspecteurs de finances ont 3 grades. Nous avons des inspecteurs de finances chefs de division, des inspecteurs de finances directeurs, là ils sont inspecteurs principaux, et des inspecteurs de finances secrétaire général, c'est dont on appelle inspecteur général. Et j'aimerais donner cette précision parce que la plupart des personnes qui conduisent les missions de l'Inspection générale des finances sont des secrétaires généraux, inspecteur général, secrétaire général nommé par ordonnance. Nous n'avons aucun inspecteur général qui est commissionné. Tous ont été nommés par ordonnance présidentielle. Et dans ce service, nous avons
plus de 80 secrétaires généraux nommés par ordonnance présidentielle qui exercent les fonctions d'inspecteur général. Et dans la hiérarchie administrative reconnue par nos statuts, un secrétaire général, il est au-dessus d'un directeur général. Parfois, nous avons les confusions quand on voit des directeurs généraux. C'est quoi se mettre au-dessus d'un inspecteur général? Un inspecteur général, il est avant tout secrétaire général, et un secrétaire général, il est au-dessus d'un directeur général. L'administration, dans l'administration, nous avons secrétaire général, directeur général, il faut commencer à descendre. Je voulais donner ces précisions-là pour que nous puissions comprendre comment nous fonctionnons. Je voudrais également relever une chose avant que je puisse intervenir en ce qui concerne les résultats auxquels nous sommes arrivés. Nous avions voulu porter les contrôles des finances publiques, non pas vers les comptables, qui ne sont que des agents qui subissent. Nous avions voulu porter les contrôles plus haut. Les contrôles devaient être portés vers les gestionnaires, les vrais gestionnaires publics, c'est-à-dire les membres du gouvernement, les mandataires publics ainsi que les gouverneurs. C'est en fait ce que nous avions voulu aujourd'hui porter comme un niveau de contrôle. Je voudrais également, en termes de résultats résumés, que pour nous, c'est pour la première fois dans l'histoire de l'inspection générale des finances qu'en une année, nous ayons mis fin à la prédation dans près de 20 entreprises publiques et nous avions mis hors d'état de nuire plus de 30 mandataires, certains se retrouvant en prison et d'autres en chômage. Je ne me réjouis pas, mais je suis en train de m'expliquer. De l'histoire de notre service, on ne mettait en cause que des comptables ou des directeurs financiers. C'est plus la première fois qu'on a mis les curseurs plus haut et nous avions commencé petit à petit à avoir des résultats. Et c'est pour la première fois que nous avions déclenché les leviers de traduire les auteurs des actes de détournement devant la justice. Ça aussi, je vais expliquer cela. Pourquoi? Parce que l'inspection générale des finances relève de l'autorité directe du chef de l'État, mais les inspecteurs des finances, revêtus de la qualité d'OPJ, dépendent également du procureur général. Donc, lorsqu'ils exercent leur mission et qu'ils découvrent des actes de détournement qui sont des actes répréhensibles par rapport au code pénal, les inspecteurs des finances sont obligés de saisir le procureur général pour déclencher l'action publique. Et nous avions activé cette réalité-là. Donc nous avons cette double dépendance où nous relevons de l'autorité directe du chef de l'État sur le plan administratif et nous relevons du procureur général pour activer les poursuites en cas de découverte des actes de détournement. Pourquoi nous relevons de l'autorité directe du chef de l'État? Nous relevons de l'autorité directe du chef de l'État parce que de l'histoire de l'inspection générale des finances, l'inefficacité de ces services était également due à sa dépendance. Vous ne pouvez pas lutter contre la corruption et le détournement lorsque vous êtes un service, vous dépendez d'un membre du gouvernement. Faux, c'était illusoire. Voilà pour nous l'une des raisons. Ce n'est pas nous qui avions décidé que l'inspection quitte la dépendance au niveau du gouvernement pour être au niveau du président de la République, mais c'est une décision qui remonte de 2009. L'inspection générale des finances relève de l'autorité du président de la République depuis 2009. Ce n'est pas aujourd'hui. Et les gens qui ont travaillé pour ça ont estimé que ce serait beaucoup plus efficace de se mettre au-dessus des personnes qui sont impliquées dans la gestion pour qu'on se situe un peu plus haut, afin d'avoir vraiment une autonomie dans l'exercice de la fonction de contrôle. Je voudrais également dire que nous avions beaucoup contribué pour mettre fin à la cacophonie constatée dans la gestion des finances publiques. Il y a eu beaucoup de choses que nous avions constatées et nous avions décidé de nous impliquer au péril de notre vie
et parfois des menaces, nous nous sommes impliqués. Il y a eu beaucoup de phénomènes que nous avions constatés. On vous a parlé des exonérations, des compensations, mais je voulais ici relever un problème sérieux qui caractérise notre finance publique, les paiements en procédure d'urgence, qui sont des paiements qui ne suivent pas la procédure légale et qui quittent directement le ministère des Finances vers la Banque centrale. Déjà en 2020, nous avons relevé que les dysfonctionnements que nous avons été créés par ces paiements, et nous nous sommes impliqués pour que le gouvernement puisse y mettre fin et définir clairement ce qu'on doit comprendre par dépenses en procédure d'urgence. Je voudrais également rappeler ici que nous avions travaillé en 2020 auprès de tous les opérateurs miniers pour nous assurer le rapatriement des devises d'exportation. On était dans une situation où c'était la foire. Tout le monde exportait les minéraux sans rapatrier les devises. Or, ce sont les rapatriements des devises qui contribuent efficacement à l'amélioration des réserves d'échange. Les réserves d'échange étant les moyens en paiement en devises étrangères dont dispose la Banque centrale pour faire face aux demandes des importateurs, les devises à mettre à la disposition des importateurs. Donc, nous avions influé efficacement sur le rapatriement des devises. Nous avions organisé une mission fin 2020 qui a commencé à donner les résultats et beaucoup d'opérateurs miniers ont intériorisé désormais les contrôles des rapatriements des devises et les devises ont commencé à rentrer dans le pays. Nous avions procédé au contrôle de la Banque centrale, le contrôle qui a découvert les cartes Visa connectées directement au compte général du Trésor dont disposaient certains membres du gouvernement à leur guise, et c'est grâce à l'inspection générale des finances que ces cartes Visa ont été désactivées. Quand nous sommes arrivés en 2020, nous avions trouvé le niveau maximal des recettes de l'État à 300 millions de dollars. Et les mois les plus spectaculaires étaient les mois où on réalisait 350 millions de dollars. Aujourd'hui, vous avez suivi le gouvernement. À partir du mois d'avril 2021, les finances publiques congolaises ont pris de l'ascenseur. Et nous sommes arrivés à un niveau minimal de 450 millions de dollars par mois. Soit des recettes supplémentaires chaque mois de 150 millions et ce n'est encore rien. Nous devons davantage travailler parce que le Congo a beaucoup de potentialités fiscales et économiques que nous devons capitaliser. Voilà un peu quelques précisions que je voulais donner avant que moi j'entre dans mon exposé. Nous avons de la documentation de l'IGF. Et nous allons encore davantage, avec vos services, apprendre de vous. Ce que je peux vous préconiser, vous suggérer, c'est de nous faire la synthèse de votre intervention et de mon plein droit. Je vais aussi abréger les questions. C'est-à-dire, je vais accorder d'une manière discrétionnaire de sorte que l'après-rencontre qui est en bas prenne aussi du temps. Le plus important était pour moi la séquence de détournement. Vous le savez tous, on a suffisamment communiqué là-dessus. La première des conséquences que vous devez savoir, les détournements des deniers publics détériorent la qualité de la vie sociale. Cela est une évidence. Les données que nous avions trouvées de nos finances publiques, sur 100 $ sortis des finances publiques pour un intérêt commun, il n'y avait que 20 $ qui arrivaient à destination. Donc 80 $ prenaient une destination personnelle. Et cela est illusoire si vous voulez arriver à un développement. C'est impossible. Il n'y a pas un environnement corruption zéro ou détournement zéro. Faux, on ne vous trompe pas. Les pays les plus modernes dans ce domaine-là, ils sont à 80%. C'est Norvège et Australie qui sont en tête. Ils sont à 80%, ça signifie que lorsqu'on sort 100 $, on peut retracer 80 $ dans l'usage collectif
et 20 $ prend une destination inconnue. Donc, je voulais dire que des proportions nous sommes été inacceptables. Nous devions donc prendre ces problèmes comme une priorité. Les degrés étaient trop élevés. Les détournements des deniers publics créent un enrichissement d'une minorité de gens. L'ancien Premier ministre Matata a parlé de 1 ou 2% au maximum de gens qui s'enrichissent, au détriment de plus de 98% d'entre nous qui restent dans la misère. Et nous donnons l'impression à des générations qui arrivent que pour être riche, il faut aller dans la gestion publique. Or, ça ne doit pas être le cas. Quand on est gestionnaire public, on ne vient pas pour s'enrichir, on vient pour servir son pays. Et si nous continuons à laisser cette minorité de 2% ou 1% qui accède à la gestion publique s'enrichir et donner l'impression à tout le monde que c'est là qu'on peut devenir un homme, nous sommes un pays qui va tout droit vers le mur. Voilà pourquoi nous relevons cela comme conséquence et ça détruit tout le monde. Le détournement des deniers publics aggrave le sous-développement, la misère, la pauvreté. Si vous prenez les statistiques de développement, vous allez voir que le sous-développement est intimement rattaché au niveau de la corruption. Les pays les plus corrompus sont les pays sous-développés. Et les pays moins corrompus sont les pays développés. Donc, il y a un effet réel de la corruption, du détournement dans le développement. Nous ne pouvons pas prétendre devenir un pays développé, avoir des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, lorsque nous avons un tel degré de prédation et de détournement. Faux. Donc, nous avons tout intérêt à nous investir pour combattre ces phénomènes, pour donner la chance à notre pays de relever la tête. Les détournements engendrent sans nul doute, vous le savez, la pauvreté, la famine et le chômage. Le chômage parce que on ne peut pas espérer l'amélioration du climat des affaires. On ne peut pas espérer avoir de véritables investisseurs dans un environnement de corruption. Un environnement où vous ne savez pas les concurrents comment ils gagnent les marchés. Vous vous réveillez le matin, vous voyez quelqu'un qui est dans le même domaine de travail que vous, il gagne un marché, vous ne savez pas comment on fait pour gagner les marchés. Quand vous parlez avec les investisseurs, que ce soit les Américains les plus sérieux, pas les investisseurs qui viennent ici entre des guillemets, cherchant les mines, les diamants et les autres, les véritables investisseurs, ils vont vous dire qu'ils ne peuvent pas venir dans un environnement corrompu. Un investisseur, pour moi, c'est celui qui arrive, qui fait les transferts de technologies, qui vous implante une usine, qui transforme ce que vous avez ici comme matière première, qui les transforme en produits finis et qui crée véritablement de l'emploi. Pas des investisseurs qui viennent pour prendre nos terres en termes de minerais et l'amener pour aller donner de l'emploi ailleurs. Donc aucun investisseur sérieux ne peut venir dans un environnement où il y a la corruption. Par conséquent, le chômage dont on est en train de se plaindre aujourd'hui, c'est une conséquence des détournements des deniers publics et de la corruption. Vous ne pouvez pas combattre le chômage si vous ne comprenez pas réellement qu'est-ce qui se passe. Le Congo n'a pas manqué de compétences. Beaucoup de professeurs d'université ont dirigé ces pays, ils ont tous échoué. Les économistes, les juristes, les compétents, mais ils ont échoué parce qu'il y a une dimension que nous estimons importante dans la gestion publique qu'on devait capitaliser, c'est la lutte contre la corruption, l'impunité dans la gestion publique qu'on n'a pas capitalisé. Et c'est ce qui a fait échec à notre point de vue. Je voudrais enfin terminer en disant que la corruption et le détournement des deniers publics entraînent une perte de crédibilité internationale pour le pays. Dès lors que vous êtes côté un pays corrompu, un pays de détourneurs, un pays de prédateurs, vous n'avez aucune crédibilité sur le plan international. Les autres nations vous accordent une importance, une place de valeur lorsque vous vous investissez efficacement dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Sous notre ciel, ce sont des infractions qui sont sévèrement punies. Vous serez en Corée du Nord. Vous n'avez pas d'autre sort que d'être livré à la mort.
Vous serez en Chine, c'est la même chose. Et vous serez aux États-Unis, des salaires, c'est là que nous on apprécie l'attitude des Américains. Que vous ayez investi votre argent de la fraude, de la drogue, créer des usines, dès lors que l'origine c'est la corruption, la fraude, les détournements, vous êtes arrêtés, vous êtes mis en prison pour 150, 200 ans de prison. Parce qu'ils ont compris les méfaits, les conséquences que créent ces phénomènes dans l'avenir de toute une nation. Ainsi terminé rapidement les conséquences des détournements des deniers publics, je voudrais brosser les stratégies mises en place par l'Inspection générale des finances pour lutter contre les antivaleurs dans la gestion publique. Je dis que ce travail ici, que fait l'Inspection générale des finances, nous ne sommes qu'un service d'exécution. La décision politique de lutter contre l'impunité est une décision du chef de l'État. Et le chef de l'État nous a confié cette mission. Et quand le chef de l'État nous avait confié cette mission avec mon adjoint, nous avions présenté notre plan pour aller dans ce combat. Dans ce plan, c'est là que je trouve les stratégies que je vais rapidement décliner ici. Nous avions dit que premièrement, il fallait mobiliser les ressources humaines et financières importantes. À notre arrivée à l'Inspection générale des finances, nous avons trouvé, nous avions été nommés le 30 juin 2020, nous avions pris fonction le 7 juillet 2020. Nous avions trouvé l'Inspection générale des finances avec des frais de fonctionnement de 60 000 $ le mois, avec un effectif de 50 inspecteurs généraux. Aucun inspecteur de finances, tous étaient des généraux. Notre plan était de rajeunir le corps d'inspecteurs de finances. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons un effectif de 225 inspecteurs de finances. Donc nous avons multiplié les effectifs de l'Inspection générale des finances pour entrer dans cette lutte. Nous avions, dans cet ordre d'idée, mobilisé ces ressources humaines. Nous avions fait comprendre aux inspecteurs de finances, parce que nous avions très bien compris les problèmes de l'Inspection générale des finances. Nous avions fait comprendre aux inspecteurs de finances la nécessité de s'engager dans la lutte. Donc nous avions fait un travail de sensibilisation interne. Je vous jure, si nous n'avions pas fait ce travail en interne, on ne pouvait pas avoir des résultats à l'extérieur. Nous ne sommes pas des saints, nous vivons dans cet environnement des Congolais. Donc il fallait tout d'abord mobiliser les troupes à l'intérieur, démontrer les méfaits et, comme vous devez le savoir, il lui faut un minimum de confort pour assurer la vertu. Ça c'est moi. Donc il fallait travailler sur les conditions de travail, les conditions financières des inspecteurs de finances pour les motiver à aller dans cette lutte. C'est ce qui justifie, au mois de septembre 2020, nous avions procédé à des réformes. À des réformes sur le mode de gestion de ces services. Le mode de gestion que le Cordo vous a brossé. Nous avions quitté les mécanismes de frais de fonctionnement pour accéder au mécanisme d'une rétrocession axée sur les niveaux de recettes réalisés par les pays, et l'Inspection générale des finances est reconnue comme service d'appui à la mobilisation des recettes. Donc, on quittera les frais de fonctionnement de 60 000 $ avec 50 inspecteurs généraux pour faire le travail sur l'ensemble du territoire, pour avoir 225 inspecteurs de finances, et le gouvernement nous reconnaîtra de fonctionnement en termes de rétrocession qui est lié au niveau des recettes réalisées. Deuxième réforme que nous avions entrepris pour aller dans cette lutte, c'est la réforme des structures de l'Inspection générale des finances. Quand nous sommes arrivés, nous avions trouvé 4 brigades. Les brigades sont des unités opérationnelles qui exécutent des missions. Nous en avions trouvé 4. Et ces brigades-là, dans leur forme, existent depuis 1987, soit près de 35 ans. Alors que les finances publiques ont connu une évolution. Quand vous allez à la DGI, il y a eu tellement de changements, La DGI était adaptée, la DGRAD était adaptée, la douane était adaptée. Nous, on est resté 35 ans en arrière. Il a fallu restructurer
l'organisation administrative de l'inspection générale des finances pour l'adapter à la donne des finances publiques actuelles. C'est ce qui nous a fait passer de 4 unités d'attaque, unités opérationnelles, à 10. Ces unités se reconnaissent dans les missions reconnues à l'inspection générale des finances. Missions dans les entreprises, missions dans les comptes généraux du Trésor, missions dans les provinces, missions dans les recettes, ainsi de suite. L'élément suivant, comme stratégie, nous avions changé les modes de contrôle. Nous avions décidé de passer au contrôle concomitant que la direction de l'inspection générale des finances a débaptisé la patrouille financière, qui est au fait un contrôle qui doit se faire au même moment que le gestionnaire est en train de poser ses actes. Ce contrôle, nous l'avons placé à des endroits ci-après. À la Banque centrale, au compte général du Trésor. Aujourd'hui, nous savons chaque jour qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort. Cela n'était pas le cas. On n'a jamais été au courant de ça. C'est aujourd'hui que nous avions placé, nous avions une équipe permanente que nous changeons dans tous les cas. Et nous sommes au courant de chaque sortie de fonds publics et nous ciblons